On va être bref sur les présentations pour gagner du temps. Donc après cet éclairage un peu général sur les questions, on va essayer maintenant de centrer un petit peu plus spécifiquement sur la situation réelle en France, à la fois par l'illustration d'une situation terrain et par une approche plus chiffrée sur le thème de la table ronde intitulée « Y a-t-il un mal français ?» Et puis essayer d'y voir clair parce qu'on veut être des combattants qui gagnent, comme ça a été dit précédemment. Donc la première intervenante, c'est Nathalie Coste, qui est professeure agrégée d'histoire-géographie, qui enseigne au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, et qui d'ailleurs est rentrée hier avec sa classe d'un voyage en Russie. Donc on lui tient gré d'être déjà là, et elle repart cet après-midi puisqu'elle va donner cours à Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye, où elle est également enseignante. Donc je vous passe la parole tout de suite pour que vous nous témoigniez de la manière dont, avec votre classe, vous abordez, vous traitez la question du conflit israélo-palestinien et les questions qui nous concernent aujourd'hui. D'accord. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vous remercie de m'excuser par avance. Je vais devoir partir un petit peu avant la fin de nos échanges pour être à l'heure en cours. Je voudrais vous proposer une réflexion en 4 temps. Dans un premier temps, je pense que c'est important rapidement que je vous explique depuis où je parle en tant qu'enseignante justement par rapport au thème qui nous intéresse. Dans un second temps, pourquoi je vais parler et ensuite vous faire un peu un état des lieux de ce que j'observe depuis mon expérience et ce qui est mis en place par l'éducation nationale et en tout cas par les professeurs d'histoire-géographie. Alors je ne prétends pas parler en leur nom, bien évidemment. Pour commencer, juste une précision, on est un tout petit peu décalé en tant que prof d'histoire parce que évidemment un historien n'a pas pour objet dans sa classe et pour sujet de critiquer ou contester la politique israélienne. Les choses ne se posent pas dans ces termes-là, mais c'est pour autant un objet de réflexion que l'on doit mettre à portée des élèves dans le cadre de programmes officiels. Alors, il y a effectivement une injonction officielle, tout à fait institutionnelle, à traiter de ces questions, qu'on appelle d'ailleurs des questions sensibles, un peu entre nous, à plusieurs occasions des programmes officiels de collège, mais surtout de lycée. Alors, moi, je suis professeur de lycée, donc la question du conflit israélo-palestinien fait l'objet d'un focus à l'intérieur d'une question beaucoup plus large, qui est la question du Proche et du Moyen-Orient perçue comme un espace de conflit. Alors mon expérience est celle d'un professeur de Mantes-la-Jolie, donc du Val-Fouré, dans une cité ZEP, qui pour autant n'accueille pas que des élèves de la ZEP, depuis 23 ans, et de retour d'expériences pédagogiques à la fois en classe, mais aussi plus particulières, puisque on a plusieurs reprises avec des collègues organisé des manifestations dans le cadre des semaines contre le racisme, à la fois sur la question du conflit israélo-palestinien, mais aussi bien sûr sur les questions de la Shoah, et qui nous amènent évidemment à chaque fois à réfléchir à ces situations. Alors j'ai pas prétention encore une fois à parler au nom de tous les collègues d'histoire. Je sais par exemple qu'en collège les choses sont un peu différentes et que d'après ce que je comprends dans le 93, les retours d'expérience que l'on a sont un petit peu plus compliqués que pour Mantes-la-Jolie. Alors je pense qu'il est important de partager ce retour d'expérience parce que, et vraiment je profite de cette tribune pour dire combien nous, professeurs d'histoire-géographie, enfin professeurs d'histoire surtout, sommes à chaque fois anéantis par le traitement médiatique selon lequel on n'enseignerait plus la Shoah, par exemple, et selon lesquels nos classes seraient remplies de à la fois potentiels ennemis de l'intérieur et de jeunes adolescents qui seraient de toute façon, avant même qu'il l'ait exprimé, probablement antisémites, donc qui nous rendrait la situation difficile. Alors ça, je dois vous dire que c'est parfaitement exagéré, parfaitement faux dans une grande majorité des cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des manifestations antisémites, je ne fais pas d'angélisme sur le sujet, mais on est quand même sur une représentation largement fantasmée des jeunes de banlieue qui sont perçus comme des éléments dangereux et qui finissent
finissent par à la fois être identifiés comme ça par des enseignants, des jeunes enseignants qui n'ont pas l'habitude de ces publics, avant même qu'il ne se soit passé quoi que ce soit, et qui ont eux-mêmes incorporé, qui peuvent finir par incorporer pour un certain nombre d'entre eux, justement cette représentation comme une sorte d'assignation identitaire, et qui peuvent potentiellement donc être amenés à renforcer des travers qui sont des travers, ne l'oublions pas, d'adolescents, c'est-à-dire des travers de provocation, par exemple. Alors évidemment, il faut lutter contre ça, mais je profite quand même de cette parole pour pouvoir espérer que soit diffusé ce grand mécontentement des professeurs d'histoire à voir que leur travail est systématiquement ciblé comme étant empêché, ce qui ne correspond pas à la réalité des faits. Alors ce que je peux dire d'un supposé antisémitisme des jeunes de banlieue, c'est que il n'est ni avéré ni établi, il n'y a aucun type d'enquête à ma connaissance qui l'établisse sérieusement. Deuxièmement, que moi personnellement, en 23 ans, je n'en ai jamais eu. J'en ai jamais fait l'expérience d'aucune remarque antisémite dans mes cours, que bien évidemment les collègues enseignent la Shoah et que c'est impensable de penser qu'ils ne le fassent pas, que beaucoup de nos élèves sont musulmans, c'est vrai, et instruits par leur famille, ça peu de gens le savent, dans une spiritualité qui souvent est très très respectueuse des religions du livre. Et qui du coup les positionne plutôt à l'écoute de tout ce qui peut aller dans le sens des convergences plutôt que l'inverse. Beaucoup de nos élèves sont comme les autres. Enfin, tous nos élèves sont comme les autres. C'est-à-dire qu'ils aspirent à une paix universelle, peut-être comme nous d'ailleurs à leur âge, et ce sont des adolescents. Donc ça veut dire qu'il faut aussi d'abord peut-être les écouter avant de leur parler, et peut-être aussi ne pas parler tout le temps à leur place, ce qui quand même dans le cadre des médias est rarement le cas. Alors en même temps, c'est vrai que beaucoup de nos élèves sont ignorants du conflit israélo-palestinien, mais ont un appétit de savoir sur ce conflit plus particulièrement aiguisé que sur d'autres. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Rapidement, beaucoup de nos élèves ont une empathie particulière, c'est vrai, pour les Palestiniens, alors qui s'explique à la fois évidemment par une proximité religieuse, mais aussi parce que c'est un catalyseur identitaire pour des adolescents. Il y a une espèce de fusion romantique avec le Palestinien victime, comme on a pu, à d'autres périodes de l'histoire, observer des engouements aussi pour des peuples martyrisés. Cette fusion romantique est nourrie, alors c'est vrai qu'elle est nourrie par les chaînes arabes qu'ils regardent, elle est nourrie par les réseaux sociaux, et elle rentre, c'est vrai, en résonance avec une position parfois de victime à l'intérieur de la société française, ou en tout cas d'éléments considéré comme exogène, qu'on n'assimile pas bien et qui n'est pas vécu comme totalement français. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a ces passerelles qui se font. Le palestinien, c'est pour eux aussi et surtout celui que les régimes arabes ont abandonné. Et ça, c'est aussi une passerelle vers leurs propres héritages et vers les pays de leurs parents. L'autre interrogation qui revient souvent, et c'est une interrogation, c'est absolument pas une délégitimation, c'est sur la prégnance de la Shoah dans les programmes scolaires. Il faut bien comprendre qu'un enfant, un adolescent de 17 ans, il a étudié la Shoah de façon en général assez poussée, et c'est très bien, à plusieurs reprises de sa scolarité. En revanche, quid du génocide khmer? Pas un mot, ça n'apparaît pas dans les programmes. Le génocide arménien, très très peu. Le génocide au Rwanda, c'est vraiment très très allusif. Donc forcément, à un moment donné, se pose légitimement la question de cette surreprésentation. Mais cette question n'est pas une délégitimation et certainement pas une remise en cause de l'enseignement de la Shoah. Donc il faut bien percevoir ça comme ça. Donc il y a quand même parfois le sentiment d'un deux poids deux mesures dont Pascal Boniface parlait tout à l'heure. Mais ce sentiment de deux poids deux mesures, il est plutôt déstabilisant que générateur de colère. Moi, j'ai rarement observé ça. Il s'interroge beaucoup aussi sur la question de l'impunité internationale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant dans les questionnements. Pourquoi on laisse faire? Mais ça encore, ça renvoie aussi à une forme d'idéalisme adolescent mais ça veut dire qu'il n'y a pas de droit, quoi. Quelle est la position du droit international? Pourquoi on laisse faire?
Et c'est vrai que parfois ça peut nourrir un certain type de complotisme, parce que l'histoire ayant horreur du vide, quand on ne donne pas d'éléments d'explication, eh bien évidemment ils vont chercher par eux-mêmes, et l'influence des réseaux sociaux fait aussi que parfois, mais beaucoup moins qu'on ne le dit, ils peuvent être influencés en tout cas entraînés sur des pistes glissantes, mais c'est beaucoup moins fort qu'on ne peut le penser, parce que justement ils font l'effort de venir nous voir. C'est-à-dire que quand ils sont dans une interrogation de ce type, ils viennent en général voir leur prof d'histoire pour peu qu'ils aient un rapport un peu de confiance avec lui, et ils l'interrogent sur ces questions. Alors pour terminer, qu'est-ce que nous faisons nous? Et je vous ferai remarquer d'ailleurs que ces interrogations sont souvent assez convergentes chez mes étudiants de Saint-Germain-en-Laye, qui ne sont pas du tout du même profil que mes lycéens de Mantes-la-Jolie, mais je remarque qu'il y a des convergences de questionnement. Donc là aussi, hein, l'idée d'une spécificité d'élèves de banlieue, bon, c'est tout à fait discutable. Alors, pour terminer, que faisons-nous, professeurs d'histoire? Nous, on est sur le terrain tous les jours, et on a à cœur de faire notre travail. Notre travail, c'est une discipline scientifique, donc on contextualise, on historicise, on redonne une compréhension politique du conflit. Évidemment, nous portons très attention aussi à l'usage des termes. Donc on est extrêmement rigoureux sur l'emploi des termes qu'on utilise. On définit les notions: un génocide, un ethnocide, un massacre, juif, israélien, sioniste, palestinien d'Israël. On fait ce travail de précision et de rigueur avec patience. On refuse évidemment tous les dérapages s'il y en a, et encore une fois, je vous ai expliqué que c'est très peu souvent. Mais par ailleurs, on organise aussi des conférences, des rencontres, et celles-là laissent des souvenirs tout à fait émouvants à nos élèves. Pour terminer, juste deux petits exemples. Nous avions l'habitude de faire venir Ida Grinspan dans nos classes, qui est une ancienne déportée d'Auschwitz, qui venait avec beaucoup d'expérience et de chaleur rencontrer nos élèves. Je vous signale qu'à Mantes-la-Jolie, il y a eu un rap d'écrit pour Ida Grinspan par des élèves du quartier. Voilà. Bon, ça évidemment, ça n'a pas été médiatisé, mais il existe. Ils ont même fait un disque. Elle en a été très émue. Et puis par ailleurs, moi, j'ai des souvenirs très émus de femmes en noir que nous avions fait venir d'Israël à l'occasion d'une semaine de lutte contre le racisme, où on avait fait un focus sur le conflit israélo-palestinien, et ces femmes en noir avaient été totalement ovationnées par tous nos élèves, qui ensuite n'ont cessé de nous remercier pour les éléments de compréhension qu'on leur donnait de ce conflit, et qui nous disent, eux, maintenant on saura quoi répondre. Voilà. Donc merci de relayer leurs paroles. Merci Nathalie pour cette intervention aussi concrète qu'on l'attendait, et en plus dans un délai tenu parfaitement. Donc Isabelle va faire de même maintenant. Donc Isabelle, je ne vais pas perdre de temps à vous la présenter, parce que je pense que tout le monde la connaît, mais on lui a demandé, avec son regard à la fois d'historienne et de journaliste, d'objectiver un petit peu les choses par les chiffres un petit peu plus, mais elle m'a promis qu'elle n'allait pas nous assommer avec des chiffres, simplement nous alimenter. Donc Isabelle, je te passe la parole. Merci à toi et bonjour à toutes et à tous. Il est parfois des concomitances de calendrier qui donnent à réfléchir ou qui confirment un certain nombre de réflexions. Il en va ainsi de ce qui est en train de se jouer par rapport à la semaine du cinéma israélien à Paris, qui doit se tenir du 13 au 20 mars. Il se trouve que parmi les films présentés, il y a Foxtrot, qui est un film de Samuel Mose, et qui met en scène en particulier un moment du film sur des exactions ou en tous les cas qui ne sont pas forcément présentés comme tels, de l'armée israélienne en Palestine occupée, mais des exactions qui sont ensuite recouvertes, cachées, par le travail d'un bulldozer qui vient couvrir les morts pour cacher le réel.
Or, il se trouve que ce film suscite une polémique au sein du gouvernement israélien, en particulier la ministre de la Culture, Regev, qui refuse qu'un tel film puisse être présenté. Et du coup, l'ambassade d'Israël a décidé le boycott du festival de cinéma israélien à Paris. La question qui est posée et que notre camarade Taoufik Tahani a posée sur son Facebook, d'ailleurs, par exemple, est la suivante. L'ambassade d'Israël va-t-elle être condamnée pour appel à un boycott antisémite? Alors, je souhaiterais... Je souhaiterais, avant de commencer... Les temps d'applaudissements sont décomptés de ton temps. Hein. Je te remercie, Claude. Je souhaiterais simplement, avant de commencer à poser un certain nombre de questions, rendre hommage au travail qui a été réalisé par l'UJFP, l'Union des Juifs français pour la paix, dont on a vu tout à l'heure plusieurs extraits des films. L'UJFP qui mène une lutte contre un racisme indivisible et une lutte indivisible contre le racisme, et à qui l'on doit... D'une part, la publication d'une parole juive contre le racisme, qui est un livre qui va être bientôt réédité, et à qui l'on doit également toute une série de clips, une dizaine, qui ont été réalisés par Eyal Sivan, dont un précisément porte sur antisionisme, antisémitisme, l'un versus l'autre, bien évidemment. Et on ne peut évidemment qu'inviter à aller regarder ces clips qui sont sur le site de l'UJFP et que très peu de médias ont eu l'intelligence de diffuser et d'évoquer. Alors, première question par rapport à ce qui était interrogé pour cette table ronde. Qu'en est-il de cette forme particulière de racisme, l'une des formes du racisme qu'est l'antisémitisme en France? Les chiffres ne disent pas forcément grand-chose, mais tout de même, ils donnent quelques tendances. Et je vais donc essayer de regarder ce que disent les chiffres, pas n'importe lesquels, pas ceux de sondages qui auraient été faits dans la rue, comme ça a été le cas de certains d'entre eux, mais ceux infiniment plus sérieux qui sont donnés par la CNCDH, Commission nationale consultative des droits dits de l'homme, des droits humains, on va dire, sur la réalité du racisme dans la multiplicité de ses formes en France. Je rappelle d'abord, je pense qu'il faut que nous nous souvenions que le mot antisémite, par exemple, a été fondé par les judéophobes au XVIIIe siècle, en vérité, souhaitant, en dépit de toute réalité scientifique et historique et politique, distinguer entre des races. Même s'il est repris aujourd'hui par une espèce de convention historique, d'une certaine manière, qui vise une forme particulière du racisme, à savoir le racisme judéophobe, disons. Alors, que disent les chiffres, que disent les faits? Et après, on reviendra à peut-être la façon d'observer ce que ces chiffres disent. D'une part, effectivement, une réalité d'actes antisémites qui ont été jusqu'à l'assassinat, ce qui est une première, effectivement, en France, depuis la fin du génocide des Juifs de France, et qui est une première alors qu'on l'avait vu dans les années, en particulier 60, 70, 80, ce que certains sociologues et auteurs avaient appelé arabicides, c'est-à-dire des assassinats d'individus, de citoyens de notre pays, issus de l'immigration, en particulier des pays arabes. Je prends le cas de ce qui s'est joué à Toulouse avec un assassinat multiple antisémite, revendiqué comme tel en 2002, de ce qui s'est joué à l'hypercachère de la Porte de Vincennes en 2015, de la tentative, en tous les cas de l'agression à la machette contre un enseignant de Marseille en 2016. On a là une intensité qui dit quelque chose de la réalité de cet antisémitisme. En même temps, et je crois qu'il est très important de le souligner, ce que nous dit la CNCDH, c'est qu'il y a un recul de ces actes-là, aussi bien d'ailleurs des actes antisémites que des actes d'agression anti-musulmans, qui est une catégorie qui est apparue tard, les actes anti-musulmans ou la catégorie musulman dans les statistiques de la CNCDH.
depuis 2014. Alors vous allez me dire, c'est faible, 2014, 2018. Tout de même, le recul pour 2016 est de 58,5%, ce qui n'est pas rien. Et les chiffres sont à peu près de même nature pour les actes anti-musulmans, puisque le recul est de 57,6%, ce qui fait quand même plusieurs centaines d'agressions contre les uns ou contre les autres. Mais, et il faut nous en réjouir, il existe une hausse continue de ce que la CNCDH, et en particulier Vincent Tiberge, qui est l'un des 4 chercheurs associés à ce travail, nomme l'indice de tolérance sur la longue durée. Toute catégorie ciblée par le racisme confondu, il y a une hausse de cette tolérance, même si le mot tolérance, d'une certaine façon, moi je l'aime assez peu, parce qu'il dit toujours un nous et un eux, avec une tolérance du nous par rapport au eux. Il n'empêche que c'est l'expression qui est donnée. Dans ce contexte général, les Juifs en France sont la catégorie, si tant est que catégorie aussi veuille dire quelque chose, la mieux acceptée. Là aussi, si tant est que le mot accepter soit acceptable. Et je crois qu'il faut qu'on rappelle quand même que les actes de violence, qu'ils sont le fait d'ultra-minorités, sont différents, enfin n'ont pas un lien, une corrélation absolue, ni même de corrélation du tout d'ailleurs, avec le racisme qui prolifère ou qui régresse dans la société. Ce sont 2 choses différentes. Les actes de violence raciste étant le fait en général de minorités tout à fait définies, définissables et connues, le racisme dans la société relevant d'une autre catégorie d'une certaine manière. En France, juifs et noirs sont les 2 catégories les mieux acceptées, à 81% de la population, même si cela veut dire qu'il reste 19% et que c'est beaucoup trop qui ont encore quelques difficultés à intégrer l'idée que ce sont des citoyens comme les autres. Pour ce qui concerne les musulmans en France, on est passé de 46% d'indice de tolérance en 1990 à 63% en 2016. Quant à la lutte antiraciste, et je pense que c'est important aussi de le rappeler, notamment face aux peurs qui pourraient se développer dans la société et au sein d'un certain nombre de ceux qui se considèrent comme communautés, même si l'appartenance à des communautés peut être multiple et diverse, 64% de nos concitoyens jugent nécessaire de lutter très vigoureusement contre l'antisémitisme, à peu près de la même façon sur les préjugés anti-maghrébins, puisque c'est une catégorie qui existe à la CNCDH, et 72% concernant l'islamophobie. Mais quid de ces préjugés? Et quid des préjugés qui s'attachent à chacune de ces populations, de la population française? Concernant les Juifs, il y en a 2 en particulier qui relèvent en vérité du vieil antisémitisme que trimballe l'Europe depuis des siècles. Le pouvoir et l'argent. Ce sont les 2 préjugés attachés à cette catégorie de population. Concernant en revanche les musulmans en France, si 80% de nos concitoyens jugent qu'il s'agit de Français comme les autres, il n'empêche que 40% considèrent qu'ils représentent une menace pour notre société. 40%. Évidemment, à mettre en rapport avec le déploiement des discours publics à l'égard de l'islam, des confusions et assimilations qui sont faites entre immigration, insécurité, islamisme, fondamentalisme, terrorisme, qui évidemment créent des confusions qui génèrent ce genre de considérations au sein de notre société. Et puis, 3e question concernant les chiffres, existerait-il, comme le prétendent les défenseurs de la politique israélienne, une corrélation entre
critique de la politique israélienne ou antisémitisme. Je préfère dire critique de la politique israélienne, non pas par dégagement des concepts, mais parce qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est bel et bien établi. Et ce que l'on juge, plus qu'une philosophie qui est effectivement à l'œuvre et qui est d'une certaine façon la philosophie d'une séparation sur des bases ethnico-religieuses ou ethniques, ce que l'on juge, c'est la politique mise en œuvre par cet État. Donc, qu'en est-il donc de la corrélation entre la critique de la politique de cet État et l'antisémitisme? Je crois qu'il faut qu'on rappelle un certain nombre de choses. D'une part, comme je le disais tout à l'heure, les deux préjugés massifs parmi le reliquat d'antisémites dans notre société, c'est l'argent et le pouvoir. En revanche, et là je cite Nona Mayer, qui est l'une des 4 que vous connaissez tous sans doute, chercheuse, directrice de recherche au CNRS, et qui est l'une des 4 directrices des études de la CNCDH, elle dit « Si l'enquête CNCDH confirme l'existence d'une nouvelle judéophobie, c'est le terme de Taguieff par exemple, distincte de l'antisémitisme structuré par une image critique d'Israël et son rôle dans le conflit, celle-ci est minoritaire. » J'ajoute, pour ma part, évidemment, et vous aussi j'imagine, qu'il faut combattre ce substrat. Deuxième élément à ce sujet, le vieil antisémitisme en question, donc celui qui est massif dans ce qui reste d'antisémitisme dans la société française, là aussi c'est la CNCDH qui me donne ces éléments, plus à droite, proximité avec le Front National, rejet de la laïcité et autodéfinition de soi-même comme plus ou moins raciste. En revanche, parmi ceux qui sont les plus critiques à l'égard d'Israël, jeunesse, moins de 50 ans, revenus et diplômes supérieurs à la moyenne, ce qui d'ailleurs est le cas de la majorité des antiracistes dans notre société. C'est-à-dire plus le niveau baisse, en gros, en termes de formation et d'accès à la formation, et plus l'imprégnation des thèses d'extrême droite a des possibilités d'être forte. Bon. Donc là, on est dans l'inverse. Et puis les valeurs primordiales de ceux qui critiquent la politique israélienne, c'est l'ouverture au monde, une image très positive de la laïcité, le refus net de toutes les formes de racisme et un soutien à la lutte vigoureuse contre le racisme et ses formes antisémitisme et islamophobie. Je crois que les choses sont de ce point de vue assez claires. Et Nona Mayer ajoute, l'extrême gauche et les Verts en particulier rejettent massivement les préjugés dont je parlais tout à l'heure, et elle dit, contrairement à certains discours, ils les rejettent systématiquement plus que la moyenne. Je crois que les choses de ce point de vue sont relativement claires et nous permettent de comprendre où se situent les véritables enjeux. J'ajoute dès lors que les discours visant à discréditer la critique d'Israël au nom de la lutte contre l'antisémitisme et donc à discréditer en prétendant que la critique d'Israël aurait quelque chose à voir avec l'antisémitisme, sont non seulement inexacts et faux, mais qu'en plus ils sont dangereux parce qu'ils détournent et ils empêchent donc la lutte contre le véritable antisémitisme dans notre société. Deuxième question. Pourquoi le mouvement de solidarité est-il engagé fondamentalement à démasquer et à dénoncer les usurpateurs d'extrême droite qui, notamment sur le net, je pense notamment par exemple à la galaxie Dieudonné ou Soral, tentent de dévoyer et de détourner les colères contre la politique israélienne vers un anti-judaïsme, par ailleurs aussi un anti-mondialisme, parce que ce sont les mêmes, l'anti-immigration dans une vision complotiste du monde. Je crois qu'on ne le dira jamais assez et qu'il faut le répéter, les ennemis de nos ennemis ne sont pas automatiquement nos amis. Et c'est très important de se le dire. Pour cela, comme sur beaucoup d'autres terrains, il arrive même que ce soit le contraire. Le mouvement de solidarité le dénonce et se doit de continuer à le dénoncer, un tel détournement comme toute forme de racisme,
précisément parce que les valeurs du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et avec le droit international sont celles de notre combat, sont les valeurs de l'égalité des droits, de l'antiracisme quel qu'il soit, et du refus des philosophies de séparation en fonction de critères ethnico-nationalistes ou ethnico-nationaux ou ethnico-religieux. Mais aussi, et là je voudrais me permettre de citer notre regretté ami et camarade Ilan Halevi, et je le cite. « La bêtise, disait-il, est ici directement au service de l'adversaire, puisque le sionisme, historiquement et politiquement, depuis sa naissance et jusqu'à aujourd'hui, vit de l'antisémitisme, se nourrit de sa virulence, se légitime de sa persistance et assure, à l'ombre de cela et à l'ombre de ce péril, à la fois la soumission de communautés juives de par le monde à son hégémonie, l'hégémonie du sionisme, et l'immunité et l'impunité des pratiques de l'État d'Israël. Et je crois qu'Ilan, en la matière, avait parfaitement vu le danger au-delà des valeurs qui nous rassemblent. Car, ajoutait-il, il faut remettre les équations sur leurs pieds. C'est l'antisémitisme sous sa forme contemporaine, c'est-à-dire le refus d'intégrer les juifs français comme citoyens à part entière dans les sociétés européennes, qui a produit le sionisme et non pas l'inverse. Je renvoie ici d'ailleurs à ce que disait Dominique tout à l'heure, qui me semble tout à fait important. Troisième question. En quoi les insultes qui prétendent à un amalgame entre critique de la politique israélienne ou des politiques israéliennes et des projets, puisque le projet, c'est quand même d'achever officiellement ce qu'Israël n'a pas achevé en 1948. En quoi ce n'est pas seulement abject, mais aussi dangereux? Première question, pourquoi ce discours? Je crois qu'on revient un peu là au débat qu'il y avait tout à l'heure. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on perd? Dans quel mouvement sommes-nous? Je crois que ce discours, évidemment, est ancien, n'est pas nouveau. Cette confusion n'est pas nouvelle. Mais ce discours se muscle, se force, se renforce, cet amalgame se renforce au fur et à mesure des succès gagnés par BDS, qui se développe depuis 2004, à l'appel du mouvement palestinien, appel au mouvement de solidarité internationale, à la fois le B, boycott, des institutions culturelles, politiques, économiques, qui soutiennent l'occupation et la colonisation, des investissements de ce qui aide des entreprises qui participent et aident à la colonisation, et sanctions contre l'impunité dont jouit aujourd'hui l'État d'Israël, qui peut mener les politiques dont il était question ce matin et dont il sera question cet après-midi. Et cette lutte citoyenne, précisément citoyenne, là où les États sont en faillite, internationale, commence à être efficace, tellement efficace, même si, bien évidemment, le rapport de force n'est pas contre citoyens et politiques de cet État, c'est un rapport de force international différent que nous appelons, eh bien, ce mouvement est appelé aujourd'hui menace stratégique par les dirigeants israéliens, et je crois que ce n'est pas complètement le fruit d'un hasard. C'est dans ce moment que nous sommes, et c'est dans ce moment que redouble la tentation et la volonté à la fois de relégitimer non seulement l'État d'Israël, mais ses politiques et ses discours, même lorsqu'il flirte, par exemple, avec les extrêmes droites européennes, et en même temps les tentatives de délégitimer le mouvement de solidarité, les mouvements de solidarité, de le délégitimer, de le discréditer, et en même temps de faire peur. C'est d'autant plus grave quand cela vient de responsables politiques de premier plan dans notre société jusqu'au sein du gouvernement. À cela s'ajoute d'ailleurs une volonté de confessionnalisation d'un conflit colonial. Et je crois que le lien entre l'un et l'autre n'est pas complètement dénué de sens. Parce que l'amalgame vise aussi à mettre un signe d'égalité entre toutes les appartenances à l'islam et toute forme de résistance qui serait dès lors qualifiée par le gouvernement israélien et ses turiféraires de terrorisme. Et je crois que c'est très important à mesurer que les deux se jouent en même temps. En même temps, on en voit bien l'intérêt. Faire peur,
développer un mouvement démographique vers des Juifs, des sociétés européennes et notamment françaises vers Israël, contrairement d'ailleurs au départ qui se multiplient dans la période actuelle, et prétendent être la tête de pont pionnière des luttes des démocraties occidentales contre le terrorisme, ce qui veut dire appartenir à ces démocraties, en être une tête de pont, et engager, et même le cas échéant, développer et vendre ces méthodes pour mieux les légitimer, voire son arsenal militaire. Alors c'est évidemment très grave. Imaginez que certains croient le CRIF, par exemple, que certains y croient à ce que dit le CRIF, qu'ils croient que tous les Juifs de France soutiennent les politiques israéliennes. Imaginez qu'ils croient qu'il y a égalité entre Juifs et politiques israéliennes. Ben, si on croyait le CRIF, et donc puisqu'il y aurait égalité entre antisionisme et antisionisme, que donnerait une telle croyance auprès de ceux qui auraient une véritable indigence ou paresse politique ou intellectuelle? Quel comportement politique cela produirait? Eh bien, ça donne, parce que ce n'est pas seulement ça donnerait, ça donne des pics de violence contre les Juifs par quelques individus, fort heureusement peu nombreux, au moment des pics de violence contre les Palestiniens en Israël. Et je pense évidemment, tout à l'heure, Esther Benbassa parlait de la seconde intifada. Je parlerai plus volontiers des pics de violence au moment de la répression massive et meurtrière contre la deuxième intifada. Et je crois qu'il faut mesurer la gravité de tels discours pour notre société. Enfin, et ce sera peut-être ma conclusion, il me semble que la lutte contre l'impunité s'avère le meilleur des contrepoisons, des antipoisons, face à toutes les formes ou cibles de racisme. D'abord, parce qu'elle substitue aux visions communautaristes ou aux illusions identitaires une logique commune, celle du droit, lui aussi indivisible. Ensuite, parce qu'elle dessine d'une certaine manière dans l'exigence du droit et du droit international, dans la lutte commune, une perspective, un horizon qui substitue d'une certaine façon à la loi du plus fort, dont il était question tout à l'heure, la suprématie du droit. Et puis j'ajoute que de ce point de vue, BDS appartient à l'arsenal des antipoisons. Il est évidemment nécessaire pour les Palestiniens. Ça nous a été dit ce matin, ça sera sans doute dit de manière beaucoup plus précise cet après-midi, et en particulier face au temps long auquel on est confronté depuis plusieurs générations d'expulsion, d'occupation et de dépossession et de colonisation. Nécessaire aussi pour les anticolonialistes israéliens, ne serait-ce que pour redonner espoir et pour sortir de la politique des gages à la politique israélienne. Mais c'est aussi un antipoison pour notre société, pour redonner goût à construire l'avenir ensemble, et puis pour que cette promesse citoyenneté, égalité, fraternité, qui suppose le droit, ne soit pas uniquement, à partir de déjà quelque temps, une vieille trace résiduelle sur les frontons de nos mairies. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle pour la quantité d'informations et le temps que tu as su maîtriser. Merci. Je passe maintenant la parole à Ronnie Broman, qui va avoir comme objectif de terminer ce bouquet qui a déjà été entamé avec deux approches différentes, pour que vous réagissiez un petit peu à ce qui est dit avec votre expérience et votre analyse qu'on a eu plusieurs fois l'occasion déjà de lire. Merci. Je le ferai brièvement pour laisser de la place au débat, parce que je vois que les feuilles de questions s'accumulent, elles sont nombreuses, et ce serait dommage tout de même d'en rester à simplement un discours venant de la tribune. Je trouve que les deux interventions que je viens d'écouter, comme celle d'ailleurs d'auparavant, sont remarquables de précision, nous permettre de redresser une représentation qui est bien souvent biaisée. Je me souviens par exemple, il y a quelques années, je suis invité à intervenir sur le conflit israélo-palestinien dans une mission sur LCI, et j'ai la surprise de m'entendre présenter par l'animatrice, qui d'ailleurs
n'y voyais pas de mal a priori, mais enfin c'était tout de même curieux, comme un juif antisioniste. J'étais interloqué, j'ai d'ailleurs pas très bien réagi, je m'en veux un petit peu, mais enfin je pouvais pas m'empêcher de penser au nombre de gens qui interviennent en tant que sionistes et propagandistes d'Israël en France sans qu'ils soient jamais présentés, eux, comme juifs sionistes, comme partisans et tout. Donc ce double discours-là, qui, encore une fois, n'était pas antipathique, enfin, il n'était pas critique, il prenait simplement en compte une sorte de curiosité qui apparaissait. Voilà. Dominique Vidal et puis d'autres en fait, nous a rappelé que l'antisionisme, c'est d'abord une histoire juive. Et que moi, je me situe en effet dans cette histoire comme bien d'autres. Mais il me semble que il est utile de resituer, après tout, en revenant à la question de cette table ronde-là, y a-t-il un mal français? Je ne sais pas s'il y a un mal français. Esther Benbassa, ce matin, répondait par l'affirmative à cette question. Il faudrait étudier ce que sont les situations en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, dans d'autres pays, pour voir en quoi notre pays se singularise. Et moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question. En revanche, et peut-être que c'était cela qu'elle avait en tête, il est évident qu'il y a une singularité française. D'abord parce qu'il y a toujours des singularités nationales, c'est même ce qui caractérise d'une certaine manière cette notion de nation. Mais enfin, il y a dans notre histoire le fait que la France est le premier pays à avoir émancipé ses juifs. Ça n'est pas rien. Et que dès lors, donc c'est l'abbé Grégoire, enfin la Révolution, et du coup, les juifs sont devenus, enfin le sort fait aux juifs, sont devenus un marqueur de la République. Ce que d'ailleurs, et des évolutions de la République, ce que d'ailleurs un certain nombre de juifs intéressés, d'ailleurs quand je disais juifs, je devrais dire juifs sionistes, intéressés, confondent avec l'idée qu'ils se... Enfin, c'est une notion qu'ils utilisent pour se confondre eux-mêmes avec la République. Ce qui n'a rien d'évident, car tout de même, il n'y a rien de plus opposé aux idéaux républicains que nous défendons ici que l'ethnocratie israélienne qui prévaut là-bas. Et ce grand écart-là n'est jamais, effectivement, n'est jamais souligné. Mais que les Juifs soient un marqueur de la République ne confère aucune autorité morale à des Juifs pour se voir eux-mêmes comme l'incarnation de la République. Mais ce marqueur-là, on l'a vu, ça a été rappelé avec l'affaire Dreyfus, y compris dans la reconstruction a posteriori que Gilles Manseron évoquait un peu plus tôt, où l'affaire Dreyfus serait le signal de départ, alors que l'affaire était déjà entendu, enfin le projet était déjà construit, mais bien évidemment Pétain. J'ajouterais à ça, enfin les lois anti-juives, Pétain, la collaboration, mais j'ajouterais à cela la question algérienne qui semble se rediviser, se renouer, se rejouer indéfiniment. Et je rappelle tout de même que c'est dans ces années 50 le moment de soutien maximum de la France à Israël. La France était à Israël jusqu'à la guerre des 6 jours de 67, ce que les États-Unis sont devenus pour ce pays ensuite. Mais alors, il y avait d'une part une très forte, dans l'esprit colonial SFIO, une très forte adhésion des dirigeants français au projet sioniste. Adhésion qui, évidemment, s'explique également par le caractère récent du conflit mondial et de la Deuxième Guerre mondiale et cette espèce de dette que les pays européens se sentaient vis-à-vis des Juifs, mais à la place de leur donner, par exemple, un bout de l'Allemagne pour installer leur État, on leur a donné un bout du Moyen-Orient, ce qui était une façon de payer sa dette avec l'argent des autres. Et ça, c'est pas très correct. Reste que pendant le conflit algérien, Israël était un allié, disons, colonial, extrêmement important, notamment dans l'idée de prendre en étau
le grand pays arabe qui soutenait l'émancipation algérienne, à savoir l'Égypte. Et on peut comprendre aussi la participation française à l'expédition de 56 à cette lumière-là. Donc il y a, j'en discutais une fois il n'y a pas si longtemps avec un ami d'origine algérienne, et on se disait que la France finalement a peut-être un problème avec ses juifs et ses arabes, ou avec ses juifs et ses musulmans. On ne savait pas très bien comment le caractériser, mais en tout cas, tout ce que je viens de dire là semble tendre vers cette constatation, enfin en tout cas la sous-tendre historiquement. Et j'ajouterais à cela l'arrivée d'une notion plus récente, enfin qui n'est pas en elle-même récente, mais dont la présence dans le discours public est profuse, diffuse, constante, à savoir la laïcité. On a l'impression maintenant que ça fait partie du triptyque des valeurs qui sont affichées sur nos écoles et nos mairies. La laïcité est la référence unique, enfin pas unique, pardon, mais constante que l'on entend et qui est de plus en plus affirmée comme une manifestation anti-religieuse. Et moi, je suis personnellement athée, bien évidemment laïque, mais certainement pas anti-religieux. Et dans cette anti-religiosité, il y a une religion qui est pointée parmi d'autres, c'est évidemment l'islam. Et quand enfin, les deux interventions précédentes extrêmement intéressantes nous font toucher du doigt à quel point les représentations de l'islam sont tordues, à quel point l'idéal républicain est instrumentalisé contre ces nouveaux cosmopolites, ces nouveaux allogènes que sont, au regard de certains, les musulmans. Et la laïcité est une sorte d'instrument de combat, un marteau sur lequel qu'on utilise pour frapper sur la tête de ceux qu'on a envie d'abaisser. Et il me semble qu'il y a un combat à mener là, dans le registre de la laïcité, pour rappeler que c'est l'État qui doit être laïque et pas les individus, que la société n'a pas à être laïque, que la société, elle est ce qu'elle est, et les individus dans cette société professent les croyances comme bon leur semble, mais que ce sont les institutions étatiques et elles seules qui ont à se montrer neutres vis-à-vis de la religion. Or, l'injonction de laïcité, avec un Premier ministre qui a été cité il n'y a pas longtemps, Manuel Valls, disons, pour dire non, ça y est maintenant, oui, c'était un oubli de la table ronde précédente, mais nous entraidons, et donc j'arrive avec son nom. Cette vision valsiste qui est proférée d'ailleurs par quelqu'un qui va jusqu'à prononcer des propos qui sont limites, voire qui franchissent la limite du racisme, ça doit nous interroger sur certains usages de la laïcité. Le monde est plein de bonnes idées devenues folles, disait je ne sais plus qui. Eh bien, la laïcité fait partie de ces bonnes idées menacées de folie par un certain nombre. Je termine pour annoncer, comme je le disais, sur deux points qui me semblent importants parce qu'ils ont été abordés à diverses reprises ce matin. Et je voudrais souligner deux choses, notamment dans ce que disait Fabienne Messica. On a beaucoup parlé de communauté ce matin. D'ailleurs, Esther Benbassa a parlé de la communauté juive, de la communauté musulmane. Et il me semble qu'on a tort de parler de communauté. On peut parler d'organisation communautaire, on peut parler d'esprit communautaire, naturellement. Ça, cela existe. Mais moi, je n'ai jamais rencontré de communauté, ni de communauté juive, ni de communauté musulmane en France ou ailleurs, d'ailleurs, mais enfin, en particulier en France, puisque c'est de là qu'on parle. Alors, parlons d'organisation communautaire, voire d'organisation communautariste, voire de lobby israélien ou de lobby du Likoud en France. Ça, oui, c'est une réalité tangible, palpable. En revanche, moi, je me sens ressortissant d'aucune communauté, enfin d'aucune communauté autre que la communauté nationale, celle que la République prône, et je pense que c'est un cas très général. Et l'ennui, lorsque l'on utilise le mot communauté, c'est qu'on est dans une sorte de projet de prophétie autoréalisatrice. Il y a un effet performatif
à l'usage de ce mot. Elles finissent par se constituer. On finit par voir un certain nombre de gens comme ressortissants d'une communauté et non pas comme individus avec ses choix. Donc il me semble que c'est un piège sémantique lourd de dangers politiques et éthiques qu'il faut tenter d'éviter. Deuxièmement, et j'en termine là-dessus, je n'aurai pas particulièrement de recommandations. De toute façon, il y en a eu des tas, je me reconnais dans toutes celles qui ont été données, donc je n'ajouterai pas les miennes. Mais je voudrais insister sur le fait que ce trait d'équivalence entre antisémite et antisioniste sur lequel on a dit tout ce qui était à dire, donc je n'ajouterai pas à cela, il doit être complété aussi par le fait qu'il y a des tas d'antisémites qui sont pro-sionistes. Et comme la citation d'Ilana Lévy, le regretté Ilana Lévy, nous le rappelait, le sionisme se nourrit de l'antisémitisme. Mais à cela, il faut ajouter, à cela, il faut ajouter que la majorité des sionistes dans le monde sont pas juifs et sont antisémites. Ou en tout cas, profèrent des clichés, des stéréotypes qui, s'ils étaient prononcés par d'autres, seraient catalogués antisémites. Les juifs ont le pouvoir, ils contrôlent la presse, ils ont de l'argent, ils exercent, ils sont un lobby, etc. Je parle ici en particulier des évangéliques américains qui sont la principale force de soutien, qui sont à l'origine de l'annonce de Trump sur Jérusalem et dont il n'est pas difficile d'entendre les stéréotypes antisémites dès qu'on les écoute plus de quelques minutes. Mais évidemment, comme les marchands de parapluies se nourrissent des averses, eh bien, les sionistes se nourrissent de l'antisémitisme. Il y a une espèce de conjonction, non pas seulement objective, car les alliances objectives, moi je m'en méfie toujours, c'est quelque chose de stalinien de condamner quelqu'un parce qu'il a un allié qui vient le soutenir sans qu'il lui ait demandé son avis. Mais là, il y a plus qu'une alliance objective, il y a une alliance subjective, il y a un rapprochement politique explicite. Et d'ailleurs, il n'est que de voir aujourd'hui les pays qui soutiennent activement Israël ou les organisations qui le soutiennent activement, elles sont majoritairement à l'extrême droite, majoritairement issues de nations qui se sont conduits de la manière la plus atroce qui soit avec leurs juifs au cours, disons, des 2 siècles passés. Et moi qui travaille un petit peu en Angleterre et qui suis la situation également en Angleterre, j'ai remarqué que l'extrême droite britannique, qui a, disons, plus le loisir que l'extrême droite française de s'exprimer en raison de la législation beaucoup plus libérale, y compris pour les appels au racisme qui prévaut en Angleterre, eh bien, des groupes d'extrême droite qui étaient jusqu'à là ouvertement antisémites et négationnistes se baladent maintenant avec un drapeau israélien, viennent acclamer des rabbins californiens qui les excitent contre les musulmans. Et cela dans les rues, sans que personne, en tout cas dans l'establishment, disons, ne semble s'en inquiéter. Donc on voit aujourd'hui cette convergence politique qui n'est pas simplement une alliance de faits, mais un cadre politique à l'intérieur duquel se situent les uns et les autres. L'extrême droite est au pouvoir en Israël et elle fait alliance avec les extrêmes droites européennes et américaines. Et cela, je pense que ça doit aussi permettre de nourrir et de renforcer le discours politique que nous sommes là pour défendre. Voilà, je vous remercie.